Bonjour, je suis Julie Hertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je reçois Didier, ex-négociateur au RAID, c'est le groupe d'intervention de la police nationale. Alors on a tous une image du négociateur dans le fourgon du FBI en train de négocier du temps pour l'arrivée de l'hélicoptère ou en train d'essayer de sauver la femme enceinte retenue en otage par le méchant voyou. Une fois de plus, et c'est bien ce qui me plaît dans ce projet, ma rencontre m'aura permis de changer complètement l'image que j'avais de ce métier. Parce que les négociateurs font parfois face à des gens qui ont surtout perdu le contrôle d'eux-mêmes et se sont laissés complètement dépasser par la colère. Parce que les négociateurs, ils sont pas des profilers énigmatiques, mais des policiers qui portent à ce moment précis toute la pression très forte de devoir sauver la vie de tous, y compris du preneur d'otages, et qu'au final, l'usage des armes sera vécu comme un véritable échec. Alors pour éviter cette situation, Didier il nous explique toutes les méthodes utilisées pour établir une relation de confiance avec le retranché. Écoute active, empathie parfois tactique, transparence et sincérité. Tous ces ingrédients nous seraient bien utiles pour éviter ou pour désamorcer des relations conflictuelles dans notre quotidien, notamment au travail. C'est pour cela que Didier se concentre désormais à les transmettre au sein de la police, mais aussi au sein d'entreprises ou d'organismes dont les employés sont malheureusement confrontés régulièrement à des situations de grande tension, comme par exemple aux urgences, dans les EHPAD ou certaines grandes surfaces. Énorme merci Didier pour toutes tes explications, même si parfois pour ma plus grande déception, tu as dû brandir la pancarte secret défense face à certaines questions. Alors si l'épisode vous plaît, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. Et puis partagez-le à votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute de la partie 1 de cet épisode. Bonjour Didier. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, je voudrais faire un petit coucou déjà avant de démarrer l'entretien et dire merci à Benjamin, qui est donc sapeur-pompier, instructeur secourisme que j'ai interrogé, que j'ai reçu dans l'épisode 24 et qui a permis notre rencontre. Donc voilà, donc déjà un petit coucou. Didier, j'ai une tonne de questions à te poser, donc c'est très bien que tu reviennes de vacances. J'espère que tu t'es reposé, que tu es bien concentré. Je suis reposé. Voilà. Je vais essayer d'y répondre. Bon, avant de parler de ton métier de négociateur au sein du RAID, j'aimerais d'abord revenir un petit peu en arrière et puis connaître un peu mieux le jeune Didier. Et donc, je vais te poser une première question qui est quel métier tu voulais faire quand tu étais petit ? À un moment, j'ai voulu être pompier. Ah ouais, très bien, ça va faire plaisir à Benjamin, ça. Voilà, je voulais être pompier. J'ai passé les tests pour être pompier de Paris. Ok. Après, je voulais être militaire aussi, donc je suis quand même resté un petit peu dans le moule. Mais il y avait trop d'attentes pour être pompier de Paris. Du coup, je suis parti à l'armée et puis j'ai complètement changé de voie. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui dans ton parcours t'a amené à un moment donné à rejoindre le RAID. Qu'est-ce que tu as fait entre ce rêve de devenir pompier et puis le moment où tu as intégré l'équipe ? Eh bien, je suis parti à l'armée où j'ai eu la chance d'aller en Guyane pendant 4 mois. Je suis revenu, j'ai fait plein de petits boulots et puis j'ai passé le concours pour entrer dans la police. Et puis voilà, c'est un petit peu le hasard quand même, puisque dans la police, je suis dans un premier temps, j'ai intégré les CRS. Je suis resté 8 ans chez les CRS. Et puis j'ai fait pendant 5 ans, j'étais maître nageur sauveteur sous les plages. Voilà, parce que on a vu que j'avais un profil de sportif. Je suis ancien boxeur à la base et coureur à pied. Et ils m'ont dit mais tu nages en plus, donc voilà, j'ai intégré les nageurs sauveteurs sous les plages. Et il se trouve que mon passé de boxeur m'a permis de m'entraîner un petit peu avec des gars du RAID directement à Bièvre. Et puis là, j'ai commencé à imaginer passer les tests. Voilà, à l'époque, il y avait les GIPN. Ouais. Les GIPN n'existent plus, mais à l'époque, c'était les GIPN en province. Et j'ai donc passé les habilitations et j'ai intégré un groupe d'intervention qui sont devenus, il y a
il y a 6 ans des antennes RAID. Donc, en fait, si je résume, ce qui t'a mené à tout ça, c'est que tu as d'abord démarré une carrière de militaire, qui était un des souhaits que tu voulais faire quand tu étais jeune. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, tout d'un coup, tu as découvert en fait ces antennes du GIPN, Ouais, tout à fait. pardon, et c'est comme ça que tu es rentré. Ok, alors. C'est-à-dire que j'osais pas trop passer les habitations. Voilà. Je me disais que c'était peut-être pas forcément pour moi, que ça avait l'air un petit peu trop dur. Et puis voilà, mon passé de sportif combattant m'a aidé. Voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'ils ont quand même tous un profil de combattant, hein. On peut l'acquérir après, mais c'est quand même plus facile quand on l'a au départ, parce que c'est une des qualités qui sont demandées pour intégrer les unités spécialisées. Alors justement, moi j'aimerais bien que tu m'expliques un peu quel est le parcours après. Une fois que tu as décidé de le faire, comment ces sélections se déroulent? Alors, elle dure une semaine, et c'est une semaine intensive en fait. On vous fatigue dès le départ, parce que quand on est fatigué, on peut pas vraiment tricher avec ses émotions. Et il y a des profils qui ressortent. Voilà. L'individualisme, le manque de confiance en soi, ou des gens qui s'énervent, ou voilà, on peut perdre des aptitudes quand on est vraiment fatigué. C'est-à-dire qu'on nous fait marcher toute la nuit, ce qui n'a pas lieu d'être quand on est fonctionnaire de police, hein. Mais en attendant, c'est uniquement pour se mettre en pré-fatigue, et puis dès le lendemain, après 2 ou 3 heures de sommeil, on nous fait soit combattre, soit aller faire de la muscu, soit aller passer des entretiens devant les psychologues. Et là, c'est déjà plus compliqué quand on a les paupières qui tombent de tricher avec soi-même. Et bon, on vous met en fait, on vous épuise pendant une semaine. Voilà. Il y a énormément de tests psychologiques, mais il y a énormément aussi de physique pour voir un petit peu ce qu'on vaut, dont des épreuves qui sont redoutées, qui sont la boxe pied-point et le judo au sol. Voilà. Et puis sinon, vous avez tout ce qui est muscu, vous avez tout ce qui est claustrophobie, les tests du cran, bon, savoir si, voilà, le test de, savoir si on n'a pas le vertige quand même. Mais il faut le prendre. Voilà. C'est vrai que quand on les a passés, c'est plus rigolo, forcément. Mais pour les avoir fait après en tant qu'encadrant, c'est assez sympa aussi à faire. Alors attends, justement, moi j'aimerais bien que tu nous expliques par qui tu es jugé. J'imagine que c'est différents types de personnes et différentes expertises qui vous jugent, puisque tu dis que vous êtes testé sur un point de vue physique, mais j'imagine un petit peu aussi intellectuel et également psychologique pour valider la stabilité ou le profil. Ce sont des psychologues de la police nationale qui vous regardent pendant toutes les épreuves et qui vous jugent. Et puis il y a aussi des tests, hein, il y a aussi des tests psychologiques, mais des entretiens de groupe, des entretiens individuels, et on est jugé par des chefs de groupe, puisqu'on demande quel groupe aller. Donc les chefs de groupe sont là, les commandants, et puis les collègues, les futurs collègues sont là aussi et ils vous regardent. C'est eux qui font passer les épreuves, et ils ont aussi leur mot à dire sur vos aptitudes à travailler en groupe, en équipe, et alors, ils jugent aussi tout ce qui est physique, psychologique, sang-froid, etc., etc. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le raid à ce moment-là? Tu es allé vers eux, au-delà de la rencontre que tu avais pu faire dans le cadre de tes entraînements à Bièvre. Qu'est-ce qui t'a attiré? À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est l'étape d'après, c'est celle-là, c'est ça que je veux faire? Bah, j'étais au sein des CRS, j'étais déjà dans une section de protection et d'intervention. C'est-à-dire qu'on fait des entraînements un petit peu plus physiques, on va dire, mais voilà. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais à l'armée avant? Bon, j'ai toujours été intéressé par l'intervention. Donc, le summum de l'intervention dans la police, c'était soit une BRI, soit le raid. Et donc, voilà. Donc, ouais, c'était la suite logique par rapport à ce que tu aimais faire en fait au sein des CRS. C'est ça. Après, voilà, il faut pas le prendre comme une fin en soi, parce que si on rate les tests, on peut être très déçu, démotivé pour la suite de sa carrière. Donc, faut le prendre comme un passage. Ouais, j'ai cru que tu allais dire un jeu, moi. Non, oui, un petit peu, parce que les tests, voilà, si on y va en se disant que si on les rate, c'est la fin de ma carrière et que je serai un bon à rien, c'est dommage. Non, il faut le faire. Comme ça permet de voir ce qu'on vaut, jusqu'où on peut aller, parce que des fois on connaît pas vraiment ses limites. Mais faut pas que ce soit une fin en soi, parce qu'en cas d'échec, ça peut être mal vécu. Donc. Et la sélection est rude. Je veux dire, vous êtes vachement nombreux à demander et peu sélectionnés, c'est ça? Ah oui, alors il y a tout de même moins de monde actuellement plutôt qu'il y a une dizaine d'années. Mais en gros, il y a une centaine de dossiers
ils en prennent qu'une cinquantaine, donc uniquement sur les dossiers. Hein. Et sur 50 à se présenter aux habitations, il y en a 4 ou 5 de reçus. Ah ouais, hyper sélectif. Quand même. Ok. Alors, pour vraiment rentrer dans l'explication de ton métier, alors déjà, moi j'ai une première question, là, même si on en avait un petit peu parlé tous les deux auparavant, mais je pense que c'est important d'expliquer la nuance la différence entre le RAID et le GIGN. En France, le territoire est découpé en zones géographiques, découpé en zones police et zones gendarmerie. C'est-à-dire que la gendarmerie va intervenir plutôt, on va dire, dans les zones pas trop urbanisées, et dans les grandes villes, ce sera la police. Dans tous les villages, le centre, partout, c'est les gendarmes. Et la police, c'est dans les grandes villes. Et le RAID, c'est police ou c'est gendarmerie? Le RAID, c'est police. Et en gendarmerie, c'est le GIGN. Ok. Et à l'étranger? C'est pareil, il y a un découpage aussi. Alors, pour tout ce qui est mission de protection de personnalité dans les ambassades, il y a des gendarmes dans des ambassades et il y a des policiers dans d'autres. À peu près moitié-moitié. Voilà. Et pour les pays en crise, eh bien, le RAID, par exemple, s'occupe de la protection de l'ambassadeur en Afghanistan et au Liban, et les gendarmes vont s'occuper, par exemple, de l'ambassadeur en Algérie et au Pakistan. Oui, c'est que comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors ça, je ne savais pas. On fait le même travail. Le GIGN a une compétence plus grande que la nôtre, parce que comme c'est des militaires, ils peuvent intervenir hors territoire. Nous, on est cantonnés à la métropole et Nouvelle-Calédonie, Antilles-Guyane, où il y a aussi des antennes du RAID. Mais le GIGN peut intervenir hors frontières. Non, mais c'est pour ça que peut-être on connaît un peu plus, mais le GIGN, mais peut-être parce qu'ils sont dans des interventions parfois à l'étranger et plus médiatisées, peut-être. Alors, ils ont eu la plus grosse médiatisée, ce fut Marignane, en 93, je crois, ou 1992, sur l'aéroport de Marignane. C'est l'avion, là? Ouais, Air France qui a été détourné. Donc, depuis, on en a énormément parlé, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Donc, ça a été un gros fait d'armes du GIGN. Ouais, et très impressionnant quand tu revois les vidéos. Mais ils essaient de rester plus... Au niveau communication, en tout cas, ils communiquent un petit peu moins aussi. C'est l'armée, hein. Ça n'empêche pas leur efficacité, hein, attention. Hein. Nous n'interpréterons pas mal ta phrase. Alors, quand tu es au RAID, toi, tu as un poste particulier qui est négociateur. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous expliques quelles sont toutes les fonctions que tu peux avoir. Et est-ce que tu peux en cumuler plusieurs? Oui. Alors, au RAID Paris, la maison mère, ils essayent de se spécialiser vraiment au niveau technique dans une seule spécialité. Voilà. Dans les antennes en province, on n'est que 20. Donc forcément, on est obligé d'être un petit peu plus touche à tout. Alors, on peut très bien être négociateur, mais après certaines années d'expérience quand même. On peut pas être négociateur dès qu'on rentre au RAID. Au bout d'un an, il faut quand même une certaine expérience de l'intervention pour savoir comment intervient les copains pour pouvoir les aider après par les mots. Donc, on peut être négociateur, on peut être tireur d'élite, on peut être à l'effraction, c'est-à-dire c'est ceux qui sont spécialisés dans l'ouverture des portes. On peut être aussi à l'explos, c'est ceux qui vont piéger les portes ou faire couper des barreaux avec de l'explos ou faire exploser des gonds de porte, etc. Ils se spécialisent là-dedans. D'accord. Alors moi, explos, c'est exploration, c'était pas explosion. Non, c'est explosif. Là, c'est l'explosif. On peut être aussi aux cordes aussi. On peut être varapeur. C'est tout ce qu'ils font les techniques de cordes. Ok. Et alors j'ai vu aussi qu'il y avait des équipes, mais est-ce que c'est les équipes du RAID, mais qui sont plus en back-office, en source d'information, pour aller chercher les informations sur les personnes en question? Oui, alors pas dans les antennes, c'est un petit peu le travail quand on va arriver en primo-intervenant, c'est plutôt les premiers policiers qui vont arriver sur place, qui vont nous donner un maximum d'informations, et puis par exemple les négociateurs en arrivant, ils vont en recouper d'autres. Mais dans certains services où il y a plus de monde, oui, il y a des gens qui ne font que ça, oui. Qui sont spécialisés dans la recherche d'informations. Après, dans les antennes du RAID, vous avez aussi la technique. La technique, c'est autre chose. Ça va être piégeage, mais ça va être piégeage plutôt pour l'écoute ou des caméras discrètes pour aller voir ce qui se passe dans un appartement, ou les drones. Génial. De drones. Ouais. Ok. Et alors toi, tu es donc négociateur, mais est-ce que tu es en plus dans l'intervention? Alors au départ, j'étais bien sûr, en fait, à part Paris où ils ont 5 négociateurs qui ne font que ça et qui d'ailleurs pour la plupart viennent de l'intervention. Moi, je suis rentré, j'étais dans l'opérationnel comme les autres. On est dans la colonne d'assaut. Et puis, s'il y a une rupture de contact, par exemple, le forcené ne veut plus parler au négociateur, eh bien, je remets ma cagoule et mon casque et je redeviens opérationnel.
Voilà, on quitte jamais l'opération. C'est une double casquette. Après, on est 2 ou 3 négociateurs par antenne, et donc il y a des astreintes. Telle semaine je suis négociateur, telle semaine c'est un autre. Et puis quand je suis pas négociateur, je suis dans la colonne d'assaut. Et en plus, moi j'étais tireur d'élite aussi. Tu t'es dit, tiens, je vais rajouter une corde à mon arc. Oui, on est quasiment tous tireurs d'élite dans les antennes. Plus de la moitié sont tireurs d'élite parce que, ne serait-ce que pour faire les points hauts, quand il y a des protections de personnalité, ou j'en sais rien, des matchs à haut risque ou des événements particuliers, il faut être voilà. Et comme pour aller sur les points hauts, il faut aussi être niveau 1 de corde, parce qu'il faut être capable d'aller sur les toits et d'être capable de se sécuriser soi-même. Donc, il faut un minimum de technique en corde aussi. Ouais, donc un profil assez complet, quoi. Alors, en tant que négociateur, quelles sont tes missions? En fait, je voudrais juste comprendre dans quel cas de figure tu as appelé. Alors, tout ce qui est forcené retranché, prise d'otage, suicidaire dangereux et mutinerie dans les prisons pour essayer de raisonner les personnes. Et tu cites pas, mais donc tu les mets dans les forcenés, les terroristes, quoi. Oui, ou s'il n'y a pas de prise d'otage, oui, ça devient des forcenés retranchés. Ouais, je comprends. Bien sûr, tu as raison. Ils sont un peu dans tous les cas, quoi. Ok, que tu as cité. C'est quoi la proportion, en fait, juste qu'on se rende compte, parce que je pense qu'on a une vision par rapport aux médias, ce que nous en donnent les médias. En fait, on a l'impression que vous intervenez surtout, ou les films d'ailleurs, que vous intervenez souvent quand c'est des forcenés, mais je me demande si c'est vraiment une réalité de votre métier au quotidien. Dans une année, en gros, on faisait une quinzaine de forcenés et puis 5 ou 6 prises d'otages. Le reste, c'est des assistances parce qu'on intervient aussi pour aider les autres services. C'est-à-dire qu'à les 6 heures du matin, quand c'est des individus dangereux, c'est aussi le RAID qui intervient. On casse la porte à 6 heures du matin, on interpelle l'individu dangereux, on le remet au service enquêteur. D'accord. Voilà. On est à leur service. Maintenant, depuis le Covid, effectivement, depuis 1 an ou 2, il y a eu quand même une explosion des forcenés et des violences faites aux femmes. Il y a eu quand même apparemment, je crois que c'est 137% d'intervention en plus sur des forcenés ou des prises d'otages. Ok. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense qu'on a une vision un peu de cas, quand je dis extrême, c'est spécifique, terrorisme, etc. Alors qu'en fait, effectivement, il y a une partie aussi de votre mission qui est, j'allais dire, l'assistance au public, quoi. Ouais, mais on n'en parle pas, en fait, de toutes ces prises d'otages, mais si nous, on en a une quinzaine par an, ça veut dire que tous les antennes en ont une quinzaine par an. Ça en fait 100, 150, peut-être 200 par an. Imaginez, il y a les gendarmes qui travaillent autant que nous. Bon, il y en a beaucoup, mais elles sont pas médiatisées. Beaucoup sont intrafamiliales. Voilà, un papa désespéré qui veut pas rendre ses enfants à l'issue d'une garde, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et donc, il faut intervenir. Et on sait très bien que c'est un trop-plein émotionnel et que très souvent, c'est par les mots qu'on va réussir à raisonner ces personnes. Ouais, d'où l'importance de ton rôle, quoi. Est-ce que tu interviens seul? J'ai cru lire que vous étiez souvent 2 négociateurs, que vous bossiez en team. Oui. C'est vrai. Pour quelle raison? Le négociateur 2, il a un rôle primordial. Parce qu'il l'écoute. Lui, il est à côté. Il écoute tout ce qui se dit. Et donc, il vit l'intervention avec ses émotions à lui, qui ne sont pas celles du négociateur qui est en contact à la voix. Lui, il est dans une bulle de confort à côté, il écoute tout ce qui se dit, il écoute ce que dit le négociateur comme le preneur d'otage ou le forcené, et puis il va le vivre avec son vécu, son expérience propre. S'il y a une rupture de contact à un moment donné, eh bien on peut faire un petit débrief, qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, écoute, moi j'ai l'impression que tu aurais pu parler un petit peu plus de sa fille quand il en a parlé, ah ouais, j'ai pas trop fait attention à ça, on peut zapper des trucs, eux ils sont là pour mettre le doigt sur quelque chose qu'on aurait pu zapper. Ouais, génial. Donc c'est un contre-pouvoir, quoi. C'est pour avoir un deuxième avis, quoi. Notre point de vue. Ouais. Et les contacts, ils se font toujours. Enfin, toi, en tant que négociateur, tu es sur place ou parfois c'est à distance? Comment ça se passe? C'est quasiment tout le temps à distance, par téléphone. Mais on peut être très proche, hein. On peut être à 100 mètres, mais ça peut être par téléphone. Alors ça arrive d'être au contact. Mais quand on va au contact, c'est qu'on est sécurisé par les collègues. Ouais, tu m'étonnes. On peut pas aller au contact, c'est le moindre risque. Donc s'il y a un gars qui a un fusil, quoi qu'il l'ait, on va pas au contact. Voilà, ça c'est pas possible. On privilégie notre sécurité, bien sûr. Ouais, ce qui paraît super normal. Ouais. Est-ce que vous faites intervenir d'autres personnes? Je pense notamment plein de choses. Ça peut être des profils plus psychologues ou d'autres personnes qui connaissent la personne retranchée. Je pense à de la famille, à un patron, à je ne sais pas qui. Est-ce que ça vous arrive? Vraiment, vraiment, en dernier recours.
Parce que la question est pourquoi il veut bien parler à cette personne. Ça peut très bien être ouais, je veux bien parler à ma femme, et puis pour lui dire une dernière fois ses 4 vérités avant de se mettre une balle dans la tête. Voilà. Ouais. Donc on ne sait pas, c'est déjà arrivé. Donc la famille, on la garde sous le coude. Vous pourrez parler à votre femme quand vous aurez déposé votre fusil, ou vous pourrez parler à votre femme quand vous serez revenu à de meilleurs sentiments. Mais on ne met pas en contact avec de la famille ou quelqu'un qui serait susceptible de pouvoir le raisonner. Vraiment en dernier recours. Ok, ouais, je comprends. Et est-ce que toi... Ils pourront les voir, il n'y a pas de problème, ils pourront les voir, mais après. Ouais, une fois que la situation sera rétablie, quoi. Quand elle sera figée, quand il sera à la table avec nous. Ouais, quand il aura déposé les armes, quoi. C'est ça. Est-ce que tu te présentes, toi, comme négociateur du raid, ou il y a des fois, tu peux dire que t'es, je sais pas, n'importe qui d'autre? Moi, jamais. Mais après, très souvent, avec les médias, ils sont au courant. Mais donc, maintenant, ils savent que c'est des négos. Mais non, moi, je me présente pas comme ça. Je dis bonjour, je m'appelle Didier, je suis chargé de prendre contact avec vous. Voilà, moi, je suis là pour vous aider. Hein. Je ne mens pas sur ma fonction. S'ils me la demandent, on ne ment pas. Ouais, ok. Parce que justement, il me semblait avoir lu un truc où certaines fois, des négociateurs pouvaient même endosser un autre habit, quoi, qui pourrait aider dans le contact. Bah, s'il a eu un Oscar à la cérémonie, moi oui, mais si jamais il se rend compte qu'on s'est moqué de lui, ou si jamais il se rend compte, moi je peux pas me faire passer pour un médecin dès qu'il va me parler d'une certaine pathologie, voilà, il va tout de suite voir que je lui mens, et donc dans une relation de confiance, ça n'est pas possible. Donc si on est le méga acteur pour se faire passer pour un éducateur ou pour autre chose, moi pourquoi pas. Mais en attendant, le principe c'est de ne jamais mentir. Pourquoi ? Parce que la personne, si elle a un profil psychologique, elle va retourner prendre ses pilules, et puis dans 6 mois, quand elle va ressortir, si elle recommence, elle se rappellera qu'on lui a menti, parce que les fous ont une mémoire quand même. Et si c'est quelqu'un qui est rationnel, il va retourner en prison, enfin il va aller en prison, et il va polluer tous les détenus en disant le négociateur du raid m'a menti. Voilà. Ou il m'a manipulé, ou il s'est moqué de moi. Okay. Donc, à mon sens, ça n'est pas possible. Maintenant, dans certains cas, peut-être qu'on peut, voilà. Ouais, super intéressant. En tout cas, tu dis que toi, l'honnêteté, la sincérité, d'une part, sur le moment. C'est obligé, c'est une obligation. Mais même sur le moment, c'est hyper dangereux parce que, effectivement. Alors, on peut pas mentir. Je ne dis pas que édulcorer, c'est autre chose, mais en tout cas, on ne ment pas, non. Ouais, ça marche. Bon, alors, et quand tu arrives sur place, quelle information tu as sur la personne ? Est-ce que tu en as ? Est-ce que tu arrives vierge de tout et c'est chaud parce qu'il faut découvrir le profil ? Dans quel cas de figure tu arrives ? Alors, dans tous les cas, de toute façon, quand on arrive, on va, nous, à la recherche des informations. Maintenant, il arrive qu'on soit obligé, sur un suicidaire, par exemple, de prendre la personne tout de suite, sans rien savoir de lui. Voilà. Et donc, on va tout découvrir. Et puis, souvent, quand on arrive, quand même, la situation a été figée par les primo-intervenants, hein, les collègues du commissariat, qui ont déjà certaines informations, qui vont nous communiquer. Donc, ils vont nous donner toutes sortes d'informations hein, sur le profil psychologique, sur ses antécédents psy, sur est-ce qu'il a de la famille, etc., etc. Donc, on arrive à avoir plein de choses intéressantes pour la négociation et pour le groupe d'intervention. Donc, on prend tout, mais il faut quand même se méfier de tout. Voilà. Même si on nous dit que c'est le plus dangereux des malfaiteurs, on prend de toute façon tout au sérieux. Mais peut-être que c'est un pauvre gars qui a tiré des coups de feu en l'air alors qu'il est complètement perdu. Et à l'inverse, on peut nous dire non, c'est rien, il a rien chez lui, et puis finalement, il a un véritable arsenal. Donc, on prend toutes les informations qui nous sont données, mais on essaye de toute façon d'en avoir d'autres par nous-mêmes, et puis de toute façon, on prend toutes les informations au sérieux. Au sérieux. Toutes les interventions, en tout cas, sont prises avec le même sérieux. Ouais, les enjeux sont énormes. Juste une petite question. Dans les informations que vous cherchez, j'imagine qu'elles ont 2 objectifs. Toi, c'est pour mieux cerner la personne et pouvoir bien nouer un dialogue. Mais j'imagine que les autres informations hyper importantes, c'est effectivement comprendre à quel point la personne est dangereuse, quoi. Et où la situation est critique. C'est ça. Nous, on va travailler sur les émotions et comprendre l'autre, essayer de comprendre l'autre, reconnaître son malaise et ses besoins. Et puis, si dans la discussion, il nous donne des renseignements qui sont utiles au groupe tactique, on peut quand même, quand il y a une rupture de contact téléphonique, donner ces informations au chef opérationnel qui va tout de suite les donner au groupe tactique. Parce que s'il nous dit, si les policiers rentrent, moi je les tue parce que j'ai 2 fusils de chasse, etc. Et bon, ça, c'est des informations qui doivent être données tout de suite à ceux qui sont à la porte.
ils doivent savoir que potentiellement l'individu a 2 fusils de chasse. Ouais, c'est Ils pas... peuvent donner des informations des fois dans la négociation qui sont intéressantes pour le groupe tactique. Ok. Et j'imagine que de toute façon, avec ce groupe tactique, toi, tu es tout le temps en communication parce qu'à l'inverse, là, tu leur donnes des... De quoi? Non? Tu n'y es pas? Non, Ah, c'est alors... pas possible. Ah, ok. Ah, pourquoi? Alors, pour te faire plaisir, un homme ne peut pas faire 2 choses à la fois. Ouais, ça, oui, je le savais, mais peut-être dans... Ça, c'est mon cadeau, mais non. On peut pas en même temps négocier avec quelqu'un et être à 100% dans l'écoute active avec lui et en même temps écouter ce qui se dit sur la radio. Parce qu'à la radio, il y a le patron qui parle, il y a les collègues qui sont à la porte, il y a peut-être le tireur d'élite qui va couper tout ça pour dire « moi j'ai vu ça par la fenêtre » et c'est impossible de gérer ça. Nous, on est dans une bulle. On n'entend rien ni personne. On n'entend que l'individu en crise. Alors, mais attends, alors du coup, ok que tu le fasses pas en parallèle et en même temps, mais moi, je pensais quand même qu'à un moment donné, il y a des décisions qui vont être prises du côté du groupe tactique. Donc, Oui. Ces décisions-là, tu vas devoir les accompagner, toi, dans la communication que tu vas faire avec la personne avec qui tu es en relation. Oui. Tu es d'accord? Donc, forcément, il faut que tu aies des informations qui te viennent du groupe tactique pour adapter ta négo aussi, non? Ah, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est le groupe tactique qui travaille, il fait son job, mais avec le négo 2 qui lui peut transmettre des informations pendant que moi je négocie, il peut quand même donner des informations lui. Mais moi non. D'accord. Sauf s'il y a une rupture de contact, là on peut faire un débriefing, on peut en discuter avec le chef opérationnel, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est un ressenti, hein. C'est très souvent lui qui me dit bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as accroché à la voix ou pas? Voilà. Et puis si eux, ils ont une fenêtre à un moment donné où ils peuvent intervenir, ils vont aussi intervenir. Ok. Mais moi, j'étais persuadée qu'effectivement, tu pouvais aussi être amené à gérer en parallèle ce rythme, quoi. Par exemple, ils vont intervenir et donc du coup, au moment où ils interviennent, je sais pas, j'occupe la personne à faire autre chose pour justement détourner son attention. Tu vois, je pensais à ce genre de choses. Ça, c'est possible, oui. Mais ça a été préparé en amont, par exemple. Si on dit, bah tiens, dès qu'on a une fenêtre, on casse la porte, on fait, tu peux faire diversion, oui, je serai en pleine négociation avec lui quand ils vont intervenir. Mais moi, je ne saurais pas quand réellement ils vont intervenir. C'est pas moi qui donne le top interne, mais en attendant, je peux servir le groupe tactique. Je me mets à disposition. Ok, super intéressant. Je pensais pas que ça se passait comme ça. Alors j'imagine que toi, dans la négociation, j'imagine plein de trucs qui sont pas forcément vrais, mais bon, c'est pas grave. J'ai imaginé qu'il y avait plusieurs étapes. C'est pas la Casa del Papel. Ah, j'ai pas vu, donc t'inquiète, j'aurais pas su. C'est pas terrible. Bon. Ouais, j'ai pas accroché. Je dois être la seule, mais bon. Donc, est-ce qu'il y a des phases dans la négociation, genre démarrage de l'écoute, le profilage, ensuite la négo ensuite... Eh bien oui, alors avant le premier contact, il y a la préparation, c'est-à-dire la recherche d'informations et de renseignements, pour avoir un maximum de choses. Si on est vraiment riche et qu'on peut avoir des tableaux, on va mettre des tableaux de situation avec tous les points positifs, s'il a des enfants, s'il a une vie sociale, s'il est marié, s'il a du travail, etc. Tous les points négatifs, il a divorcé, il est malade, il boit de l'alcool, il a des antécédents psy, il est violent, il est connu pour violence volontaire, il a fait la prison, etc., etc. C'est un ancien militaire. Tout ça, ça avait des points négatifs. Enfin, négatifs parce qu'il peut connaître énormément. Et puis après, il y a les demandes, ses revendications, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été satisfaites? Tout ça, ça sera noté pour qu'on puisse travailler avec ça. Et puis pour que, quand le chef opérationnel ou une haute autorité rentre dans le camion, elle sache que, voilà tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, voilà à quoi j'ai affaire. Voilà. Donc on marque tout et il y a quelqu'un qui va faire que le chrono, qui va faire que marquer au fil de l'eau tout ce qui se passe. D'accord. Et toi, dans ta négociation propre, est-ce que tu peux dire qu'il y a un moment donné dans les phases que tu vas avoir avec cette personne, au début, tu es plutôt dans l'écoute et pas trop dans toi passer les informations auprès de lui pour essayer de le cerner? Est-ce qu'à un moment donné, il y a toute une étape de profilage, de pouvoir se dire, bon, là, il a tel profil? Alors, profilage, moi, je suis pas assez fort pour en parler, hein. Le profilage, ça arrive seulement en France. On peut avoir le profil psychologique d'un individu parce qu'il y a un psychologue qui peut se mettre à notre disposition. Mais moi, je rentre pas là-dedans. Si je suis en train de réfléchir à essayer de détecter son profil, je vais certainement rater les informations. Donc moi, je me mets dans l'écoute. J'essaie, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes lignes, hein, quand même. Un parano, on s'en rend compte assez rapidement. Hein. Oui, si tu veux, les phases, c'est
la prise de renseignements, d'informations. Ensuite, on va préparer le premier contact. Il y en a qu'un, donc il faut bien le préparer. On prépare le premier contact, c'est-à-dire la présentation. Et puis ensuite, on va utiliser l'écoute active. Dans l'écoute active, il y a l'empathie. Essayer de comprendre l'univers subjectif de l'individu. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il pense de cette situation-là? Moi, je suis pas là pour lui dire, moi, je pense que tu as fait ça, tu devrais faire ça. Je suis pas là ni pour juger, ni pour donner des conseils, moi, je suis là pour écouter, essayer de comprendre. Quand j'aurai compris, je vais créer par cette reconnaissance une relation de confiance. Et il y a que quand la relation de confiance sera créée, donc si tu veux, ça fait des étapes. C'est seulement à ce moment-là que peut-être lui va me demander, ouais, mais maintenant je suis dans la merde, comment je peux en sortir? Et là, il me demande de l'aide. Sous-entendu, si on en est là, c'est qu'il a compris qu'il pouvait me faire confiance et que moi je peux l'aider. Et là, peut-être que s'il me le demande, je peux peut-être lui donner des solutions qu'il n'a pas envisagées. Parce qu'en général, quand ils ont explosé émotionnellement, ils savent plus trop comment s'en sortir. Et ils n'arrivent pas à entrevoir des situations positives. Donc on peut être là pour imaginer des solutions avec eux. Ok. Et alors justement, tu parlais d'empathie là. Comment tu gères en fait justement cette distance nécessaire, parce qu'il faut être à la fois, ce que tu disais, sincère, être dans l'empathie et en même temps garder la tête super froide par rapport à la situation et la dangerosité de la personne potentiellement. Voilà, donc comment tu gères ce lien et cette distance? On est là pour aider la personne. Celui qui n'a pas envie d'aider, c'est même pas la peine d'y aller. Maintenant, il m'arrive aussi, moi, j'ai pas connu Daesh, j'ai connu Al-Qaïda. J'ai négocié avec des gars qui se réclamaient d'Al-Qaïda. Moi, si tu veux, ces mecs-là, voilà, ce sera jamais mes amis. Et je négocie avec eux. On n'aime pas utiliser le terme d'empathie tactique, mais concrètement, moi, tout ce que je veux, c'est que mes copains ne rentrent pas pour prendre des risques. Donc, je vais tout faire pour devenir son ami. Ouais. C'est l'empathie tactique. Ouais, c'est créer des liens, en fait. Mais je triche pas. J'ai vraiment envie de l'aider. C'est ça qui m'a étonnée, en fait, effectivement, quand j'ai lu des articles sur la descriptive de votre métier. En fait, pour moi, c'était... on intervenait d'abord pour sauver les autres personnes en danger. Et puis, le deuxième objectif du négociateur, c'était que la situation ne tourne pas au vinaigre pour sauver ses propres collègues. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas en tête que votre première mission, en tout cas vous, quand vous intervenez en tant que négociateur, c'est aussi sauver la personne qui elle-même s'est mise dans cette situation-là. Quand même. Oui, mais c'est ça. On veut l'aider. 80% des situations de crise sont résolues par les mots. 80%. Mais dans ces 80%-là, enfin, dans les 100% en tout cas de situations de crise, il y en a quand même 30% qui ont un profil psy, d'accord? Donc, ils ont un petit souci psychologique. Mais 70%, ce sont des gens comme toi et moi, à bout, quoi, qui ont un trop-plein émotionnel, qui explosent et qui savent plus comment s'en sortir après. Une fois qu'ils ont tiré les coups de feu en l'air ou qu'ils sont retranchés avec leurs enfants et qui ont frappé leur compagne, par exemple, qui venaient les chercher, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand les policiers vont arriver, les primo-intervenants, les policiers du quotidien, ils vont se faire jeter des cailloux, ils vont se faire insulter, voir des coups de feu en l'air, etc., etc. Et là, on rentre dans un engrenage. Parce que quand nous, on va arriver, quand on a un groupe d'intervention un peu plus équipé, ça va être la même. Il va y avoir encore une recherche d'influence. Le gars va encore tirer des coups de feu, va encore nous insulter, etc., etc. C'est une première recherche d'influence. À nous de pas tomber dans le panneau et d'essayer de comprendre, pourquoi on en est là, quoi. Ouais. Donc en fait, toi, ton objectif, c'est vraiment casser ce cercle infernal pour faire en sorte que la personne redescende et faut qu'elle redescende émotionnellement pour avoir une conversation rationnelle. Ouais. C'est un psychologue qui travaille pour le FBI qui avait créé l'escalier de changement comportemental. Bon, lui, il avait mis l'écoute active, reconnaissance de l'autre, de ses besoins, pour créer une relation de confiance. Et c'est seulement quand on a créé cette relation de confiance qu'on peut avoir un changement comportemental, c'est-à-dire la personne baisse les armes ou se rend, etc., etc. C'est la même chose dans les agressions tous les jours. Sauf qu'à la place de rendre les armes, ça va être, ok, je baisse d'un ton, oui, c'est vrai, vous avez raison, bon, on va parler plus calmement, je prends une chaise, ou on va boire un café, on discute. C'est pareil. C'est la même technique. Sauf que nous, on va intervenir sur plusieurs heures, et que dans une agression de tous les jours, agression verbale, ça va durer 30 secondes, etc., etc. Nous, on va essayer de créer des liens avec la personne. C'est la priorité, c'est créer des liens. Okay. Pour qu'il y ait une recherche d'effet miroir, pour qu'ils sentent que on est un petit peu pareil tous les deux.
Et du coup, ces liens-là, en fait, j'imagine qu'une fois l'intervention réalisée, ils sont coupés, quoi. C'est-à-dire que t'as pas de nouvelles ni de contact particulier avec la personne avec qui tu as été en relation. Non, non. Je sais que c'est arrivé sur des prises d'otages à l'étranger. Voilà, pour des otages, d'accord. Mais non, sinon, non. En France, non. Pourquoi ? Bah non, non, non. Parce que déjà, l'individu forcené, il a le numéro de téléphone de la négociation de l'Inter, mais il aura jamais mon numéro de téléphone. Si je peux éviter de donner mon nom, j'évite aussi. Bon, voilà. Non, on est empathique, mais on ne doit pas entrer dans la sympathie. Il faut aussi partir tout de suite du principe que je peux réussir, mais je peux échouer. Si j'échoue et qu'il y a un drame, je ne dois pas non plus me retrouver au fond du seau et à me sentir coupable d'avoir dit quelque chose ou pas dit quelque chose qui aurait pu changer la situation. Voilà, la personne est quand même maître de son destin, hein. Donc, faut aussi se protéger émotionnellement de ce côté-là. Ouais, alors justement, on va reparler de tout ça vis-à-vis de cette pression que tu as et notamment vis-à-vis de cette personne-là, mais aussi vis-à-vis de tes collègues. Moi, une petite question, ces négociations, elles durent combien de temps, quoi ? Je veux dire, vous êtes amené à négocier des fois plusieurs heures, jours, En moyenne, c'est 3 heures, 3 heures et 6 heures. Ah, ok. Bon, c'est déjà pas mal quand même, parce que 3 heures, 6 heures intenses comme ça, c'est... Ouais, c'est long. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie dans laquelle Didier nous parlera du quotidien dans une équipe du RAID, mais aussi de son activité de protection des personnalités publiques, président, ministre ou ambassadeur au Moyen-Orient notamment. Alors si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, le plus simple c'est de vous abonner. Vous recevrez du coup une alerte de la diffusion de la partie 2. Pour entrer en contact avec Didier, c'est très simple. Rendez-vous sur son site www.négociation-gestiondecrise.fr ou sur son compte LinkedIn à Didier Guéguin. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à Super Métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, s'il vous plaît, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. Je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Didier. Très très bonne semaine à tous.